Bonsoir à tous. Voici donc le 5e webinaire organisé conjointement par la SFN, la NLLF et la NINF. Et pour ce soir, nous avons la chance d'avoir la thématique sur la maladie de Parkinson avec un très beau programme concocté par Jean-Philippe Azulet. Et donc Jean-Philippe, je te passe la main pour nous présenter ce programme et présenter les orateurs. Merci Céline. D'abord, je dois excuser l'absence de Sophie Sangla qui devait modérer cette session, mais qui a eu un empêchement personnel et elle s'en excuse. Voilà, donc le sujet de ce soir, c'est une question qu'on se pose tous, c'est de savoir quand aller vers un traitement de seconde ligne. Et c'est vrai que on se demande parfois s'il est trop tôt dans l'évolution de la maladie ou si on a déjà passé le bon tempo, le bon timing. Alors, on a deux experts tout à fait reconnus ce soir qui vont traiter ce sujet. Concernant d'abord la stimulation cérébrale profonde, c'est le professeur Alexandre Zebio qui travaille au Centre Expert Parkinson de l'ATIMA de Marseille. Et puis, concernant la pompe à apomorphine, ce sera le docteur Sophie Drapier de Rennes qui, elle, est responsable du Centre Expert Bretagne. Bon, elle nous précisera si c'est une partie de la Bretagne ou toute la Bretagne. Voilà, démarre tout de suite, c'est Alexandre Zebio et c'est sur la stimulation cérébrale profonde. Et voilà, et juste avant qu'Alexandre commence, je vous rappelle également que vous pouvez poser des questions, puisque c'est un intérêt du webinaire, que vous puissiez nous poser des questions dans la partie questions ou alors le chat du webinaire, et on les posera à la fin de chacune des présentations, et d'Alexandre et de Sophie. Alors, à toi, Alexandre. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci Jean-Philippe, merci Céline de m'avoir proposé donc de présenter cette thématique sur l'indication de la stimulation cérébrale profonde dans la maladie de Parkinson. Alors, le titre, c'était stimulation des noyaux sous-thalamiques, mais j'ai finalement décidé d'élargir à d'autres cibles. On verra un petit peu plus tard dans la présentation. Alors, je vais commencer par deux très brèves vignettes cliniques introductives qui vont servir un petit peu à poser le sujet. Donc, je vous présente d'abord un homme de 59 ans qui a une maladie de Parkinson qui évolue depuis 6 ans, avec une très bonne dopasensibilité initiale sous agoniste seul, puis au bout de 2 ans, introduction de petites doses de lévodopa qui ont par la suite été un petit peu augmentées. Là, actuellement, il prend 8 mg de Neupro, un Azilect et 4 prises de Modopar 125 en gélule. Depuis 1 an, il a repéré des débuts de fluctuation avec une akinésie de fin de dose, en particulier en fin de matinée avant la prise donc de midi, à peu près une demi-heure, et puis vers 15-16 heures, également une demi-heure. Pas de dyskinésie. À l'examen clinique, on a un syndrome akinétorigide qui est modéré. Il est vu plutôt en milieu fin de dose, avec une akinésie et une rigidité autour de 1 à 2 au membre supérieur droit, pas de tremblement, pas de trouble post-locomoteur et rien d'autre à l'examen. On lui fait une évaluation donc, de la dopasensibilité avec un test L-Dopa et sur l'évaluation MDS-UPDRS motrice, on a un score en off-dopa à 18 et en on-dopa à 2 et il est adressé donc, pour une indication de stimulation cérébrale profonde. La deuxième vignette clinique, il s'agit d'une femme de 69 ans qui a une maladie de Parkinson idiopathique qui évolue depuis 11 ans, donc un début à 58 ans. Également une très bonne dopasensibilité initiale, avec à l'heure actuelle un traitement qui associe 2 mg de Réquip, Azilect, Stalevo 150, un comprimé, pas des gélules, un comprimé 5 fois par jour et 2 prises de Montadix par jour. Et depuis 4 à 5 ans, elle présente des fluctuations et des dyskinésies qui sont invalidantes. Elle a quelques hallucinations à type d'impression de présence qui sont le plus souvent critiquées. Elle les a depuis 2 ans, ce qui a amené à une réduction du traitement par équipe qu'elle prenait auparavant à plus forte dose. Elle a récemment fait 2 chutes dans sa salle de bain. Et à l'examen, on a un syndrome akinétorigide qui est marqué. Elle est vue également, elle, plutôt aussi en fin de dose. Avec un syndrome akinétorigide globalement à 2 à 3 sur 4 de l'hémicorps droit, pas que du membre supérieur droit. Pas de tremblement, des réflexes de posture qui sont évalués à 2 sur 4, hein, donc elle a tendance à perdre l'équilibre. Un freezing au passage de porte, rien d'autre sur l'examen.
Le test L-DOPA chez elle montre un score MTS-UPDRS3 en off à 43 et en on à 17, donc avec une amélioration quand même significative du score moteur. Et elle est également adressée pour indication de stimulation cérébrale profonde. Donc face à un patient qui est adressé pour une indication de stimulation cérébrale profonde, la première question qu'il faut se poser, c'est les critères de sélection. Alors, les critères de sélection pour la stimulation cérébrale profonde néosthalamique dans la maladie de Parkinson, ils sont basés sur un travail qui, comme vous le voyez sur la capture d'écran du papier, date un peu, puisque c'est un travail qui a été initié dans le milieu des années 90 et publié en 99, donc c'est le CAPCIT PD. Alors, les critères, là, je vous cite là les critères du papier, et puis on va ensuite discuter des applications pratiques de ces critères et de leur intégration dans la pratique clinique. Donc, dans les critères, il faut avant tout s'assurer qu'il s'agisse bien d'une maladie de Parkinson idiopathique. Ça, c'est la premier élément impératif, puisqu'il a été démontré avec quelques publications, enfin, qui sont quand même convaincantes, que quand on opère autre chose qu'une maladie de Parkinson idiopathique, en particulier donc les syndromes parkinsoniens atypiques, et notamment l'atrophie multisystématisée, dans une moindre mesure la PSP, ça se passe pas bien, avec une évolution qui est rapidement très défavorable. Et donc, il est nécessaire de s'assurer qu'il s'agisse bien d'une maladie de Parkinson idiopathique. Et pour ça, le critère temps est un critère important, puisqu'il arrive quand même régulièrement qu'on fasse des diagnostics de maladie de Parkinson idiopathique chez les patients qui ont un syndrome parkinsonien atypique dans les premières années de leur évolution. Le deuxième élément des critères, qui n'est pas stricto sensu partie des critères, et on verra que c'est un point de discussion qui est quand même pas trivial, c'est la notion donc de complications DOPA induites non améliorées par le traitement. Donc j'y reviendrai par la suite. L'âge inférieur à 70 ans, j'y reviendrai aussi, c'est une notion qui évolue. La DOPA sensibilité supérieure à 33% sur l'UPDRS3, donc l'amélioration après test L-DOPA supérieure à 33%. Donc on verra par la suite que ces critères-là peuvent être un petit peu plus stricts. L'absence de signes axiaux significatifs, l'absence de troubles cognitifs significatifs avec un cut-off qui est à 130 sur la Matisse, l'absence de troubles dépressifs significatifs et l'absence de contre-indication chirurgicale et l'absence d'anomalies à l'IRM. Ça, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ces critères ont un peu évolué dans la pratique. Donc, la notion d'attendre plus de 5 ans reste admise, même si en pratique, les patients sont souvent opérés autour de 10 ans. On a tendance à opérer des patients qui sont plus avancés dans la maladie que 5 ou 6 ans après le début. Les complications DOPA induites non améliorées par le traitement, donc c'est une règle qui est quand même un critère qui reste quand même assez flou et bon, qui a une variabilité quand même interindividuelle qui est importante. Ce qui reste aujourd'hui admis, c'est la règle du 5-2-1, qui en réalité est une règle qu'on applique pour l'indication des traitements de seconde ligne, pas spécifiquement de la stimulation cérébrale profonde, et peut-être que Sophie Drapier en reparlera tout à l'heure. Donc la règle du 5-2-1, je rappelle que c'est des patients qui sont au stade de la maladie où ils ont besoin de 5 prises de traitement par jour, qui présentent malgré tout 2 heures de off et 1 heure de dyskinésie par jour. L'âge inférieur à 70 ans, il y a des données qui montrent qu'on peut quand même aller jusqu'à 75 sous réserve que tous les autres critères soient parfaitement respectés. La DOPA sensibilité dans beaucoup de centres, et c'est le cas en particulier en Europe et en particulier en France, est relevée à 50%. C'est moins le cas outre-Atlantique, ce qui donne quand même lieu à des difficultés d'interprétation des résultats de la littérature. Mais il nous semble quand même nécessaire d'avoir une DOPA sensibilité suffisante, parce que clairement, ça va prédire l'efficacité de la stimulation cérébrale. L'absence de signes axiaux significatifs, là, la difficulté, c'est la définition des signes axiaux significatifs. Ce qu'on considère classiquement, c'est que les signes axiaux non dopasensibles sont problématiques, les signes axiaux dopasensibles sont moins. En tout état de cause, l'existence de chutes à répétition va constituer une problématique, enfin un critère probablement de non-inclusion. L'absence de troubles cognitifs négatifs, il n'y a rien de plus aujourd'hui. L'absence de troubles
psychiatriques. On a évolué sur les aspects dépressifs et on inclut maintenant les troubles psychotiques. Donc la psychose dopaminergique évolutive sera un critère de non-opérabilité. Alors, si on reprend notre premier cas clinique, donc on est face à un patient qui est assez jeune, assez tôt dans l'évolution, puisqu'on est à 6 ans, donc on est au-delà de 5 ans, mais on est quand même qu'à 6 ans. Il prend 4 prises de traitement par jour, et puis il a 2 fois 30 minutes de fluctuation, d'akinésie de fin de dose, et pas de dyskinésie. Vous voyez aussi qu'il a un score moteur à 18 en off, donc relativement peu sévère, par contre avec une parfaite dopa-sensibilité, hein, plus de 90% de dopa-sensibilité, donc sur ce critère-là, on est bon. Donc la question qui peut se poser, c'est est-ce qu'on a un intérêt à aller opérer des patients qui sont à un stade aussi débutant de la maladie et surtout à un stade aussi débutant des complications évolutives? Est-ce que ça va avoir un impact sur leur fonctionnement quotidien? Et c'est, si vous voulez, la question qui s'est posée lorsque on a conçu l'étude Early-STEAM, qui est une étude internationale qui a été menée par l'équipe allemande. L'idée était donc d'opérer des patients, comme vous voyez sur ces critères d'inclusion, qui avaient une maladie de Parkinson au-delà de 4 ans. Donc on est juste en dessous du critère de 5 ans. Les auteurs ont considéré que 4 ans était suffisant pour ne pas opérer à tort des patients qui avaient un syndrome parkinsonien atypique, on y reviendra. Des complications depuis peu, donc moins de 3 ans, des patients jeunes, moins de 60 ans, et une dopa-sensibilité élevée, supérieure à 50%. Alors pourquoi ces questions? Plusieurs constats d'abord. La stimulation du noyau thalamique a un excellent profil d'efficacité et de sécurité, et ce, y compris à long, voire très long terme, avec des données maintenant publiées, des séries publiées sur un suivi 12 à 15 ans, et puis des petites séries, des case reports pour les premiers patients opérés dans les années 90, avec plus de 20 ans de recul, qu'on garde un très bon profil d'efficacité et de sécurité tout au long de l'évolution de la maladie. Des données également dans la littérature qui montrent que la qualité de vie est améliorée par la stimulation cérébrale profonde et elle est même améliorée de façon supérieure à ce que peut améliorer la lévodopa. Et plus une question, une hypothèse qu'un constat, c'est le fait qu'une intervention plus précoce pourrait permettre de préserver un certain nombre de capacités fonctionnelles du patient. Et donc l'intérêt est donc d'arriver à une optimisation des paramètres à la fois de stimulation et de traitement qui permettent de réduire les fluctuations et les dyskinésies de façon précoce pour permettre une préservation des capacités fonctionnelles pour la suite de la vie du patient. Alors, plusieurs risques malgré tout à opérer des patients si tôt. Donc, opérer des syndromes parkinsoniens atypiques, c'est ce qu'on a dit. En réalité, dans cette étude, on a maintenant un suivi, c'est une étude qui a été publiée il y a une dizaine d'années, on a maintenant un suivi longitudinal de ces patients. Et il s'est avéré que moins d'1% des patients inclus dans cette étude se sont avérés être des syndromes parkinsoniens atypiques. Donc, le risque est quand même faible. Et vraisemblablement, le fait de passer à 4 ans ne va pas significativement aggraver ce risque par rapport à 5 ans. Un risque également, c'est poser une indication opératoire plus précocement chez des patients peut finalement amener à opérer des patients qui en réalité sont plus graves, ont une maladie plus sévère. S'ils arrivent à un stade opératoire aussitôt dans l'évolution de la maladie, c'est peut-être qu'ils ont une maladie plus agressive, plus évolutive. Et là, la question peut se poser effectivement d'opérer des patients qui, par exemple, là je cite cet exemple-là, mais il y en a d'autres, qui ont des mutations hétérozygotes dans le gène de la glucocérebrosidase, qui, comme vous le savez, expose à développer des formes plus sévères de maladie de Parkinson. Et on le sait maintenant que ces patients-là ont une moins bonne réponse à la stimulation cérébrale profonde et avec probablement des complications évolutives dans les suites. Alors, moyennant quoi, les résultats de cette étude sont les suivants. Donc là, je vous montre l'objectif, enfin le critère de jugement principal qui était la qualité de vie évaluée par la PDQ-39 dans le groupe traité par traitement médical optimisé en bleu et le groupe traité par stimulation cérébrale profonde, avec donc une évaluation jusqu'à 24 mois après la randomisation.
Donc on voit dès le 5e mois une amélioration significative de la qualité de vie dans le groupe neurostimulé comparé au groupe traitement médical optimisé. Donc traitement médical optimisé, c'est ce qu'on appelle traitement médical optimisé dans ce type d'études, c'est vraiment un suivi quand même rigoureux. Ce n'est pas des patients chez qui on ne va rien faire, c'est des patients qui étaient suivis de façon rigoureuse avec une adaptation de traitement en centre expert. Donc bon, un suivi quand même qu'on peut considérer comme optimisé sur le plan médicamenteux. Malgré tout, on voit quand même une différence très significative en termes de qualité de vie chez ces patients. Alors si on regarde bon, les autres résultats, donc je ne reviens pas sur le primary endpoint, on vient de le voir, mais si on regarde, alors je ne sais pas si on voit ma flèche, mais si on regarde les major secondary endpoints, donc les critères de jugement secondaires principaux, donc l'amélioration du score moteur sans traitement. Donc on voit ici, si vous regardez la dernière colonne, donc la différence entre le groupe traité par traitement médical optimisé ou traité par stimulation cérébrale profonde, vous voyez que le petit p est significatif pour ces 4 éléments. Donc l'amélioration du score moteur dans le PDRS3 sans médication, ça c'est assez évident. Mais ce qui est intéressant, c'est l'amélioration du score UPDRS2 et du score UPDRS4, donc l'amélioration de la composante de fluctuation, et également un petit peu moins significatif, mais qui reste quand même significatif à 0.01, l'amélioration du temps passé en ON sans dyskinésie sévère. Alors, évidemment, on se pose la question des effets secondaires chez ces patients. Donc, certes, si on les améliore, très bien, mais est-ce qu'on n'expose pas ces patients qui sont tôt dans l'évolution à des complications qui seraient considérées comme rédhibitoires? Alors, il se trouve que non. Là, je vous ai juste sorti les effets secondaires considérés comme graves. Et on a sensiblement le même nombre d'effets. Alors chez un peu plus de patients, mais en termes de nombre d'événements, il n'y en a pas plus dans le groupe neurostimulé que dans le groupe traitement médical optimisé. Et puis, comme vous le voyez sur les dernières lignes ici, un certain nombre de ces événements étaient liés à l'implantation de la chirurgie, mais finalement, il y a deux œdèmes intracérébraux ou abcès, aucun hématome. Donc des complications chirurgicales qui finalement sont peu problématiques, même si évidemment elles sont notables, mais elles sont pas susceptibles de mettre en jeu le pronostic vital de ces patients. Alors, peut-on opérer encore plus tôt? Peut-on envisager une étude super early stim? Donc là, on a montré que l'efficacité de la stimulation chez ces patients précoces était établie. On a montré que l'amélioration de la qualité de vie était établie. On reste sur une approche qui est symptomatique. L'intérêt éventuel d'une intervention encore plus tôt, comme ça a été proposé chez des patients qui ne sont pas encore fluctuants, c'est l'intérêt d'avoir une stratégie qui serait susceptible de modifier le cours évolutif de la maladie. Alors, la stimulation au long cours, elle est associée à l'apparition plus tardive des signes du stade tardif. Donc ça, c'est une étude récente de McNeish et collaborateurs qui a montré effectivement que les patients stimulés par rapport à ceux qui ne sont pas stimulés vont avoir une évolution un petit peu moins rapidement délétère en ce qui concerne les troubles cognitifs, la psychose dopaminergique, les chutes, l'institutionnalisation. Et montre également une tendance qui est à la limite de la significativité, mais qui est là, d'allongement de la survie dans ce groupe-là. Alors évidemment, il y a beaucoup de biais, c'est des études, c'est des méta-analyses, c'est compliqué d'extraire des données, mais on semble quand même montrer que cette approche va avoir une efficacité sur le long terme qui dépasse la simple efficacité sur les symptômes moteurs de la maladie. Alors, est-ce que c'est un effet de la stimulation cérébrale profonde ou du meilleur contrôle des symptômes et de la réduction assez précoce des doses de traitement, qui peuvent avoir également des effets secondaires? La question n'est pas tranchée, mais dans ce papier intéressant, effectivement, les auteurs proposent
qu'on envisage une stimulation expérimentale encore plus précoce dans le décours évolutif de la maladie comme facteur de prévention des complications motrices. Alors, si on passe maintenant au cas clinique numéro 2, donc j'ai ici surligné les éléments cliniques qui sont problématiques. Donc, d'une part, il s'agit d'une personne de 69 ans, donc on est presque à 70, qui présente quelques hallucinations qui sont le plus souvent critiquées, mais qui donc parfois ne le sont pas, des chutes récemment, et des troubles posturo-locomoteurs qui se confirment à l'examen avec un réflexe de posture à 2 sur 4 et un freezing. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, lorsqu'on regarde le score MDS-UPDRS3 global, on a effectivement une amélioration qui est significative avec l'évodopa, avec un passage de 43 à 17, donc on est à plus de 50% de dopa sensibilité. Mais si on regarde le détail, et en particulier ce qu'on appelle le score axial, c'est-à-dire vraiment ce qui va identifier les signes axiaux de la maladie, donc le lever de chaise, la marche, le freezing, la stabilité posturale et la posture. On voit ici qu'on passe d'un total de 12 à 9, donc 25% d'amélioration avec un score résiduel en ON, score axial résiduel en ON qui est important. Alors la question qui se pose ici, c'est peut-on opérer plus tard? La stimulation cérébrale profonde est-elle susceptible d'aggraver cette patiente? Et donc là, si on reprend les indications et donc en réalité en miroir les contre-indications à la stimulation cérébrale profonde, donc l'âge, la détérioration cognitive, la psychose dopaminergique, l'épisode dépressif en cours, les signes axiaux dopa résistants, etc. Cette patiente présente des hallucinations qui peuvent être le témoin d'un début de détérioration cognitive, et c'est en général le cas. Et puis un freezing et une instabilité posturale avec des chutes, et qui sont le témoin ici de signes axiaux effectivement dopa résistants, comme on l'a vu dans la diapositive précédente. Alors pourquoi se poser cette question? Parce que la stimulation cérébrale profonde, effectivement, est associée à une aggravation de la détérioration cognitive, en particulier une réduction de l'affluence verbale, et ça dans une étude récente de Rotlind et al. De 2022, il a été effectivement documenté que les patients qui ont une détérioration cognitive avant la chirurgie, eh bien, vont s'aggraver, et s'aggraver de façon globale, même de façon précoce après la chirurgie, à 6 mois post-op. Dans l'étude de l'eau de 2019, je vous ai fait une petite capture d'écran sur les signes axiaux. Et là, c'est intéressant parce que dans cette étude, il a été clairement démontré que les signes axiaux, contrairement aux autres signes éventuels, comme par exemple les hallucinations et le statut cognitif, sont un facteur indépendant de mauvais pronostics post-opératoires sur la mortalité, avec une augmentation significative. Vous voyez, ça c'est l'odds ratio qui est indiqué, donc un odds ratio de 4,8 pour la mortalité chez les patients en post-opératoire. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Alors, la question qui se pose, c'est, donc tout ça c'est des données sur la stimulation immunosthalamique, mais qu'en est-il de la stimulation dans d'autres structures? Effectivement, il est possible également de stimuler le globus pallidus interne, et je vous donne ici quelques données sur l'efficacité motrice de la stimulation du GPI comparée à la stimulation du NST. Donc ça c'est le papier de Rodriguez-Oroz en 2005 qui a comparé des patients opérés dans le STN et dans le GPI. D'une façon générale, ce qu'on peut ressortir de cet article, c'est que la stimulation du nœud thalamique produit un meilleur effet sur la motricité que le GPI, et une meilleure réduction du traitement dopaminergique en retour. En revanche, la stimulation du GPI produit un meilleur effet sur les dyskinésies que la stimulation du nœud thalamique. Alors, si on regarde les complications, et c'est là où ça devient intéressant et pertinent par rapport à notre cas clinique, c'est que vous voyez ici sur ce qui est souligné en jaune, donc à gauche c'est la stimulation du STN et à droite la stimulation du GPI. On voit que la stimulation du GPI est associée à une moindre détérioration cognitive et une moindre aggravation des signes axiaux. Donc effectivement, on peut se poser la question pour notre patiente qui présente de discrets signes, discrets signes orientant vers une détérioration cognitive, et
et également des signes axiaux. Et effectivement, il y a une étude qui commence à dater un peu, mais qui montre chez ces patients qui ont des signes axiaux DOPA résistants et un début de détérioration cognitive. Donc c'est l'équipe de Rennes qui avait publié ce travail chez 17 sujets qui étaient a priori récusés pour la stimulation immunothalamique, mais qui avaient été donc opérés dans le GPI avec un bon effet moteur, pas d'aggravation des performances cognitives, une amélioration des signes axiaux et sur l'étude longitudinale qui a suivi, un bon effet à 3 ans. Alors, dans cette méta-analyse récente, ces données-là n'ont pas été confirmées, mais il faut quand même bien voir que dans une méta-analyse, vous allez directement subir l'influence du nombre d'études publiées. Et comme il y a beaucoup plus d'études publiées dans le STN que dans le GPI, on souffre aujourd'hui d'un manque de puissance pour ce type d'études. Et deuxièmement, cette méta-analyse n'était pas focalisée sur les patients qui présentaient une contre-indication au STN pour la stimulation dans le GPI, mais c'est plus des études randomisées GPI versus STN, donc pas de sélection a priori. Donc effectivement, aujourd'hui, on n'est pas en mesure de proposer de façon de façon sécuritaire une approche GPI chez ces patients-là. Il faudra confirmer ces données de l'équipe rennaise par d'autres études. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est peut-on opérer plus tôt? Je dirais oui, mais il faut quand même garder en tête le rapport bénéfice-risque. Donc il faut chez ces patients avoir des symptômes qui sont suffisamment invalidants. La définition reste éminemment floue et subjective. Et ça m'amène à mon deuxième point, c'est bien cadrer les attentes du patient. En particulier sur ce qu'on peut attendre de la stimulation cérébrale profonde. C'est valable pour n'importe quel traitement de seconde ligne, mais c'est particulièrement important de l'expliciter de façon claire dans la stimulation cérébrale profonde, c'est qu'on réduit les fluctuations, les dyskinésies, et c'est à peu près tout. Pas encore d'argument solide aujourd'hui pour un effet disease modifying, mais ça reste à creuser. Peut-on opérer plus tard? Là, je dirais grande prudence. La stimulation cérébrale profonde myosthalamique est clairement associée à une dégradation clinique s'il existe une détérioration cognitive et des signes axiaux. La possibilité de cibler les GPI dans ce contexte reste à démontrer sur un plus grand nombre de patients. Je vous remercie de votre attention. Merci Alexandre. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. Vous êtes quasiment 200 connectés, donc n'hésitez pas à poser vos questions et on essaiera de les relayer aux orateurs. Je commence par une première question, peut-être qui est en lien avec ta conclusion. C'est Anne Hortel qui nous dit qu'elle a l'impression que ces patients ont quand même une dysarthrie conséquente. Les patients stimulés qui n'étaient pas décrites comme telles en pré-chirurgical, est-ce qu'il y a un lien de causalité avec la stimulation? Est-ce que ça peut favoriser ou aggraver une dysarthrie? Oui, alors tout à fait, effectivement. Alors bon, peu importe, c'était sur la diapositive avec la comparaison STN-GPI. La stimulation du STN est clairement associée à une dysarthrie et même au-delà d'une dysarthrie à une hypophonie, donc on peut dire des troubles élocutoires au sens large. Vraisemblablement, c'est un mécanisme qui est lié à la stimulation elle-même, des structures avoisinant le noyau sous-thalamique. On ne l'observe pas dans le GPI, ou du moins pas le même type et pas avec la même sévérité. La différence quand même entre l'aggravation des troubles élocutoires et les autres complications dont j'ai parlé, c'est qu'il existe des approches rééducatives qui sont extrêmement efficaces pour améliorer ces troubles élocutoires post-opératoires, post-stimulation, notamment les techniques de rééducation orthophonique par LSVT. Et donc aujourd'hui, bon, même si ça peut constituer un handicap important pour certains patients, on a quand même des solutions pour ces patients en post-opératoire, alors qu'on n'a pas de solution pour les patients qui présentent des troubles axiaux aggravés par la stimulation. Alors bon, il y a la stimulation à basse fréquence qui peut être un peu efficace, mais globalement, ce sont des patients qui vont avoir un profil évolutif complètement différent. Et sur le plan cognitif, c'est encore plus frappant avec des patients qui en post-opératoire sont susceptibles de se dégrader de façon extrêmement rapide, comme si vraiment il y avait une cassure dans l'évolution de la maladie. Donc c'est pas tout à fait la même problématique. Merci beaucoup. Alors, une autre question, est-ce que la quantité de L-DOPA, tu as parlé de la règle des 5 de 1, est-ce que la quantité de DOPA journalière peut indiquer en soi une DBS, une stimulation cérébrale profonde?
Alors, je dirais oui et non. Non, parce que, bon, c'est vraiment là, ça c'est très variable d'un sujet à l'autre. Il y a des patients qui vont avoir besoin de doses élevées pour être bien équilibrés, et des patients qui, malgré des doses élevées, ne le seront pas sur le plan moteur. Donc, ça ne va pas forcément avoir joué beaucoup pour l'indication chirurgicale. En revanche, ce qui est certain, c'est que les patients qui prennent des doses très, très élevées de traitement, ont souvent ce qu'on appelle un profil de dysrégulation dopaminergique, avec donc des tendances à l'addiction à la lévodopa. Et pour ces patients, on sait que la stimulation du nœud thalamique va avoir tendance, alors par la réduction des doses ou un mécanisme spécifique, un effet spécifique de la stimulation, ça reste débattu, mais vont avoir une bonne réponse, y compris sur le plan comportemental, donc cette dysrégulation dopaminergique induite par la lévodopa. Et donc ça peut être on va dire, peut-être une indication supplémentaire chez les patients qui ont déjà une indication chirurgicale d'opérer ce type de patient. Ok. Alors, juste avant de passer la parole à Sophie, si tu peux répondre très très vite, est-ce que tu penses que dans la sévérité, on peut se contenter d'évaluer pour l'indication la sévérité des signes moteurs en négligeant la composante non motrice? Et deuxièmement, quelles complications psychiatriques, et tu l'as évoqué, ou comportementales seraient un obstacle absolu à la chirurgie de simulation? Oui, alors effectivement, hein, c'est dans la suite de la précédente réponse, oui, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas, enfin non, je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui se contenter d'une évaluation motrice pour poser l'indication de la stimulation cérébrale profonde. Les signes non moteurs, on le sait, les fluctuations non motrices sont très très largement améliorées par la stimulation cérébrale profonde et devraient aujourd'hui faire partie des éléments pour le screening. Mais bon, aujourd'hui, ça ne fait pas partie des critères validés, mais à titre personnel, je pense que ça devrait l'être. Dans les complications chirurgicales, psychiatriques qui seraient un obstacle à la chirurgie, bon, aujourd'hui, il y en a deux. Hein, on va dire la dépression sévère non contrôlée et la psychose dopaminergique non contrôlée sont des contre-indications chirurgicales temporaires. Merci beaucoup, Alexandre. Et je vais le plaisir de passer la parole maintenant à Sophie Drapier, donc de Rennes, qui va nous parler du trop tôt, trop tard pour la pompe à apomorphine. Sophie, la parole est à toi. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, oui. Ça fonctionne, très bien. Écoutez, je suis ravie d'être présent parmi vous sur ce webinaire. De nombreuses personnes sont connectées. Je n'ai pas fait la même présentation tout à fait qu'Alexandre. Il n'y aura pas de cas clinique. Si on a le temps, il y aura un petit quiz à la fin. Et on va essayer de voir un peu, cette fois, le positionnement de la pompe apomorphine, à la fois trop tard, à la fois trop tôt, et puis également dans le bon timing. Excusez-moi, je ferme ça. Voilà. Donc, effectivement, le bon timing, Alexandre en a parlé, c'est effectivement de savoir identifier à temps les patients qui vont arriver à ce tournant évolutif, qui est celui où on va leur proposer un traitement dit de recours ou de dispositif, et pour lequel les études ont montré qu'il était important d'identifier les principaux indicateurs qui vont définir ce caractère avancé de la maladie. Il va falloir identifier les caractères cliniques des patients éligibles à un traitement de seconde ligne et puis identifier les profils patients pour proposer le traitement de deuxième ligne idéal. Le tout, évidemment, dans le but de préserver le plus longtemps possible la qualité de vie de nos patients. Alors, effectivement, je le redis, mais pour les trois techniques, ça a été bien démontré effectivement chez Antonini, ça a été revu également sur les dernières recommandations des sociétés savantes de MDS et de AN. On va aller dans le bon timing de la stimulation cérébrale profonde et des autres traitements de recours chez les patients parkinsoniens au stade des fluctuations motrices et présentant des dyskinésies, avec cette règle des 5-2-1, donc dès lors qu'un patient a 5 prises de traitement par jour et malgré cela 2 heures de off et 1 heure de dyskinésie. Donc, quand ce traitement par voie orale ou transdermique est efficace optimisé, mais qu'il est insuffisant pour contrôler les fluctuations du motrice et les dyskinésies. Ou alors, quand le traitement est mal toléré, notamment sur le plan comportemental, quand il y a des TCI ou des syndromes de dysrégulation.
et que cela, évidemment, va altérer substantiellement la qualité de vie du patient. L'idée étant, évidemment, sur ces traitements dits de recours, d'essayer de les proposer avant la perte d'activité professionnelle pour les gens en exercice ou des interactions socio-familiales. Alors, si on se concentre un peu plus sur la pompe à apomorphine, je pense qu'il est important de rappeler ce qu'elle peut nous apporter, quels en sont les avantages et les inconvénients, pour ensuite aller effectivement sur le profil patient et voir un petit peu, parce que finalement la problématique est un petit peu différente de la stimulation cérébrale profonde. Ce qui va être très important dans la gestion de la pompe à apomorphine, c'est certes les indications, mais ça va être aussi surtout la stratégie thérapeutique qui va découler du profil patient que l'on aura préalablement sélectionné. Et donc pour ça, c'est important effectivement de revoir un certain nombre de points assez fondamentaux et que tout le monde, je pense, connaît, mais on les rappelle, à savoir que la pompe à apomorphine a eu quand même pas mal d'études depuis qu'elle est disponible, et on sait qu'elle améliore la qualité de vie, on sait indéniablement qu'elle améliore les états moteurs et particulièrement les OFF, les phénomènes douloureux, les dystonies, mais qu'elle va également avoir un certain bénéfice sur les symptômes non moteurs, les fameuses fluctuations non motrices, aussi bien les troubles du sommeil, l'anxiété, les difficultés urinaires. On sait qu'on peut la proposer à peu près à tout âge et qu'elle a assez peu de contre-indications, et puis qu'elle peut être positionnée en attente de la stimulation cérébrale profonde ou en cas de refus ou en cas de contre-indication. Bon, le matériel, il est maintenant bien connu, les prestataires sont nombreux, ils sont formés pour ça, et on a un suivi qui est assez facile une fois qu'on a passé le cap de la phase d'adaptation. C'est-à-dire qu'il y a quand même assez peu de variabilité intra-individuelle dans les réglages d'une pompe à apomorphine. Un patient va avoir un débit donné et va très probablement garder ce débit peu modifié tout au long de ce traitement. C'est réversible, c'est peu invasif, et puis maintenant, on n'est plus obligé d'hospitaliser les patients et on peut envisager parfois la mise en route en ambulatoire. Alors, il y a tout de même des inconvénients. Les inconvénients, et on en reparlera justement par rapport au profil patient, c'est la problématique de la titration qui n'est pas toujours évidente et nécessite tout de même une expérience du service ou une expérience personnelle dans cette capacité à gérer à la fois le débit de la pompe et à la fois la réduction et la modification du traitement oral. Il n'y a pas de grande variabilité intra-individuelle, mais il y a par contre une grande variabilité inter-individuelle. Et donc, à un patient, son débit de pompe qui sera différent d'un autre type de patient. Ça marche bien sur les effets off, sur les dystonies. Ça marche un peu moins bien sur les dyskinésies, encore que tout va dépendre là aussi de la manière dont on va optimiser notre stratégie thérapeutique. On peut avoir, et c'est assez décrit également, des complications psychocognitives. Ça peut aggraver parfois les hallucinations, parfois les TCI, mais là encore pas toujours. Indéniablement, on peut avoir des complications cutanées. On a cette difficulté de la somnolence qui peut parfois nous embêter fortement au point d'arrêter la pompe et qui est souvent dose dépendante. Et puis, ça reste un matériel qui est visible à la différence de l'implantation dans la stimulation cérébrale profonde et qui peut être considéré comme encombrant, surtout lors des déplacements. Je voudrais juste revenir sur quelques points des grands principes de l'initiation parce que ça va également ajuster, on va dire, la suite du propos. De manière générale, et ce, quel que soit le profil du patient, il est vraiment crucial, quand on décide de mettre en route un traitement par pompe à apomorphine, d'avoir un engagement du patient et du neurologue dans cette démarche thérapeutique. Il va être crucial de déterminer les symptômes cibles. Alors ça, c'est valable pour tous les traitements de seconde ligne. Mais les deux phrases suivantes sont importantes. Il va falloir savoir augmenter suffisamment le traitement par pompe à apomorphine et il va falloir savoir diminuer suffisamment le traitement oral. L'autre élément important, c'est que vous aurez quasiment toujours un équivalent DOPA total qui sera augmenté. C'est-à-dire quand on calculera l'équivalent DOPA mis dans la pompe et dans le traitement PEROS, sera généralement plus important après la mise en place de la pompe qu'avant. Et puis enfin, l'adage d'un suivi et d'une disponibilité extrêmement rapprochée les 3 premiers mois
est indispensable pour gérer les complications, les bénéfices et les adaptations. Donc ces grands principes-là, ils sont vraiment essentiels pour pouvoir ensuite aborder la suite et faire en sorte que la prise en charge en fonction du profil puisse se passer correctement. Alors, on en arrive un peu au vif du sujet. Est-ce qu'on doit faire de la médecine personnalisée avec une pompe à apomorphine? La réponse est oui, on doit, puisque on va devoir identifier différents profils de patients qui sont hétérogènes et qu'on va optimiser en fonction de ce profil la dose de pompe et le traitement oral. On peut, alors dans les études qu'on avait menées, notamment dans OptiPompe, on avait finalement, on ne l'avait pas publié, mais on avait individualisé 3 profils de patients un peu différents. Je commencerai par le numéro 2, puisqu'en fait, c'est celui dit du bon timing qu'on va un peu détailler, c'est-à-dire le patient qui est évolué et qui a des fluctuations sévères. Et puis, on verra ensuite le patient dit trop tôt, point d'interrogation. Est-ce que dans les patients jeunes, un peu ou peu évolués, avec des fluctuations récentes, donc des patients qui sortent de la lune de miel, qui ont un retentissement fonctionnel de leur maladie, est-ce qu'il est envisageable de proposer une pompe à apomorphine? Et puis, à l'opposé du spectre, des patients dits trop tard, est-ce que c'est des patients très évolués avec des troubles cognitifs et des fluctuations très sévères? Sont-ils des candidats, des bons candidats, et comment peut-on envisager une pompe à apomorphine chez ces patients? Alors, si je reviens sur le profil numéro 2, qui est le profil le plus classique, celui pour lequel la plupart des neurologues ont l'expérience de la mise en place d'une pompe à apomorphine, c'est celui du patient évolué avec des fluctuations sévères, donc le profil du 5-2-1 que j'appellerais patients chirurgicaux et notamment patients chirurgicaux du noyau sous-thalamique. Donc, c'est les caractéristiques qu'Alexandre vous a détaillées, c'est-à-dire des patients qui ont moins de 70 ans, qui ont une durée d'évolution de maladie entre 10 et 12 ans, qui fluctuent déjà depuis un moment, qui ont au moins 2 heures de off par jour, qui sont effectivement très dopa-sensibles. En tout cas, lorsqu'on fait des tests à la dopa, on constate que la sensibilité est supérieure au moins à 50%. C'est véritablement les patients que vous adressez au centre expert pour une discussion de stimulation cérébrale profonde des noyaux sous-thalamiques. Et donc, comme il était expliqué sur le précédent topo, c'est des patients qui n'ont pas de signes axiaux, pas de troubles cognitifs, puisque ces éléments-là sont des contre-indications à la stimulation du NST. Ils ont généralement plus de 5 prises par jour et évidemment, ces fluctuations retentissent sur leur qualité de vie. Bon, donc il y a un certain nombre d'études, et il y en a beaucoup déjà des études de ce type de profil de patient. Je vous donne la plus clean sur le plan méthodologique, à savoir l'étude Toledo, que vous connaissez tous, qui, au préalable, nous n'avions que des études en ouvert. Cette étude a permis de démontrer en multicentrique et sur une étude en double aveugle, randomisée, avec un bras placebo, que pour un nombre de patients donné, on pouvait quand même avoir une réduction notable de plus de 2 heures par jour du temps passé en off entre le baseline et la pompe 3 mois après la mise en place de la pompe, ce qui n'était pas le cas dans le groupe placebo. Et quand on regarde, c'est un petit peu petit, mais quand on regarde un petit peu le profil des patients, vous voyez que c'est ceux que je vous décrivais initialement, c'est-à-dire des patients qui avaient en moyenne 63 ans et qui avaient 10 à 12 ans d'évolution de maladie de Parkinson. C'était des patients qui avaient la pompe du matin au soir, avec des débits qui oscillaient entre 3 et 8 mg par heure. Donc, on avait, avec cette étude, enfin les évidences de médecine pour dire que la pompe apomorphine marche dans cette indication. Donc, si je reviens à ces caractéristiques cliniques, à ces profils patients, quelle va être la stratégie thérapeutique que l'on va pouvoir adopter pour la mise en place de pompes chez ces patients-là? On pourra la mettre en hospitalisation, mais également en ambulatoire, parce que c'est a priori des patients qui ne sont pas fragiles. Et c'est donc des patients pour lesquels on va pouvoir se permettre d'avoir une pompe apomorphine à bonne dose, parce qu'elle va être bien tolérée. Ce qui veut donc dire qu'on pourra augmenter la pompe
jusqu'à des débits pouvant aller jusqu'à 7 ou 8 mg/h. Et parallèlement, le traitement oral sera fortement réduit, souvent d'au moins 50 à 60%. L'idée étant sur le traitement oral de plutôt bien sûr diminuer les traitements dits pulsatiles, puisque la maîtrise des fluctuations motrices passera forcément par la notion d'une stimulation dopaminergique continue, et donc de diminuer le nombre de prises et des doses unitaires de l'évodopa, c'est plutôt une attitude assez consensuelle pour aller vers ce principe de stimulation dopaminergique continue et pouvoir bénéficier de tout l'effet positif de la pompe. Sur le plan des traitements autres, et notamment l'agoniste dopaminergique oral, il y a actuellement, ça reste débattu en France et ailleurs, de la pertinence ou non de maintenir un agoniste dopaminergique oral, en plus de la pompe à apomorphine, qui, je vous le rappelle, est également un agoniste, même si elle ne se comporte pas exactement comme un agoniste oral sur le plan pharmacologique. À Rennes et dans d'autres villes, le maintien de l'agoniste oral est souvent envisagé, en tout cas pour ce profil de patient. On peut constater, de par l'expérience du centre, qu'il est souvent très bien toléré et voire même peut-être intéressant dans la stratégie thérapeutique, notamment sur l'amélioration des symptômes non moteurs. Il y a une étude qui a été faite, qui s'appelle Agapo, qui est en cours d'analyse et qui, j'espère, montrera cette efficacité de maintenir un agoniste oral. En tout cas, dans la possibilité de modifier le traitement, il faut bien évidemment privilégier la baisse de l'évodopa. Donc pour cette population-là, on s'attend à des bénéfices très importants, c'est-à-dire des gens qui vont être améliorés entre 50 et 80%. Et donc l'objectif thérapeutique pour ces patients va être de réduire significativement les fluctuations, d'améliorer les conséquences socio-familiales et la qualité de vie. Alors maintenant, si on parle des patients trop tôt, donc les patients jeunes et ou peu évolués, avec des fluctuations récentes, que j'appellerais le profil early. Donc, effectivement, Alexandre en a parlé, toute la problématique d'ailleurs au-delà du Parkinson est de savoir à quel moment dans une maladie on doit envisager de traiter, et il est vrai qu'on tend tous à essayer de traiter plus tôt, c'est l'évolution des dernières années, et concernant le Parkinson, de tendre le plus tôt possible dans la maladie vers une stimulation dopaminergique continue, qui a déjà été démontrée dans la stimulation cérébrale profonde avec l'étude Early Stim, qui effectivement avait montré une amélioration significative de la qualité de vie à 2 ans dans le groupe des patients stimulés par rapport aux patients qui étaient dans le groupe traitement médical optimisé, dont la qualité de vie ne bougeait pas sur les 2 ans. Donc, on a déjà cette étude de 2013. Donc, pour le profil early et la pompe, les caractéristiques finalement de ce type de patient est à peu près le même que ceux des patients d'early stim, c'est-à-dire des patients jeunes qui ont plutôt moins de 65 ans, qui sont généralement en activité professionnelle, qui ont une vie sociale assez riche, qui ont, comme le précise Alexandre, une durée d'évolution de plus de 4 ans. Généralement, en tout cas, dans l'étude, ils étaient aux alentours de 7 à 8 ans d'évolution de maladie. Et c'est des patients qui sortent de la lune de miel, donc qui ont des fluctuations tout à fait récentes. Ils restent très dopasensibles, ils n'ont bien sûr aucun signe cognitif ou axial, et c'est des patients généralement qui ont un haut niveau d'exigence sur leur qualité de vie. Alors, est-ce qu'on a des études à l'heure d'aujourd'hui qui démontrent le bénéfice de la pompe dans cette indication? La réponse est non, mais cela fait l'objet d'un essai en cours, d'un PHRC national qui est soutenu par le réseau NSPARC, dans lequel, vous voyez, 21 centres français participent, avec l'idée là aussi d'essayer de démontrer en groupe randomisé, en ouvert, un groupe parallèle ayant une pompe apomorphine, l'autre un traitement médical oral optimisé, et de suivre ces 2 groupes avec pour objectif principal d'évaluer la qualité de vie, la PDQ-39, cette fois à 12 mois. Le choix a été fait sur 12 et pas 24 comme pour Early Stim. L'idée pour ces patients, c'est bien sûr de tendre quasiment vers une monothérapie de pompe, c'est-à-dire de diminuer le traitement fortement, le traitement oral,
pour n'avoir pratiquement l'équivalent d'OPA que dans la pompe à apomorphine. Alors, je vous mets un petit peu d'informations récentes sur ce protocole. Actuellement, nous sommes même à 127 patients inclus pour 148. Les inclusions se terminent bientôt, en décembre 2022. Donc, on espère, on attend, on souhaite que les bénéfices potentiels soient très importants. Il nous reste une 50aine de jours pour inclure. Donc, si vous avez des patients qui sont dans ces critères et dans ces caractéristiques cliniques, il est encore temps de les proposer aux centres qui participent à cette étude qui, je pense, nous permettra de nous donner un regard objectif sur l'intérêt de la pompe à apomorphine dans cette indication. Et puis, pour donner un petit peu l'eau à la bouche, j'ai envie de dire, cette année a été publiée cette étude de l'équipe espagnole, donc sur des patients de profil early. Alors, ça reste une étude non randomisée, une étude prospective non randomisée, sur un petit groupe de patients, 22, qui ont été suivis sur 6 mois. Et vous voyez que ces patients donc, qui ont moins de 60 ans et qui ont en moyenne 8 ans d'évolution de leur maladie de Parkinson. Et donc, ces patients ont bénéficié d'évaluations motrices, non motrices, cognitives, etc. Et puis, on voit quand même que les résultats sont plutôt encourageants, puisqu'il est noté des améliorations significatives dans le temps passé en off. Vous voyez qu'il passe de 5 heures à 1h05 de off par jour, moins 70%. Ils améliorent leurs activités de vie quotidienne, ils améliorent les fluctuations motrices. Comme je vous le disais précédemment, l'équivalent d'OPA total est augmenté légèrement après la pose de pompe, mais il y a une diminution du traitement oral dans les suites de la mise en place de la pompe. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est de montrer que dans cette étude où ils ont fait des évaluations non motrices, on voit que sur les fluctuations non motrices, il est noté une amélioration, ainsi que sur des échelles d'apathie et de sommeil, et que vous voyez sur cette PDQ-39 qui, dans la baseline, est exactement au même chiffre que dans l'étude Early Steam, on note également une amélioration conséquente de cette PDQ-39. Donc tout ça est encourageant, et il est vrai que on espère terminer Early Pomp avec le maximum de patients pour pouvoir essayer de démontrer ça sur un plus grand nombre. Dernier profil, c'est dans le spectre, c'est les patients trop tard, donc un profil dit tardif du patient très évolué avec des troubles cognitifs et des fluctuations très sévères. Alors, c'est quoi les caractéristiques de ces patients? C'est des patients qui ont une maladie de Parkinson de début tardif ou alors une maladie évoluée à très évoluée. C'est donc des patients qui vont fluctuer depuis fort longtemps, généralement depuis plus de 10 ans. Et de par le fait que leur maladie va être une maladie plus diffuse, ce sont des patients qui auront une dopasensibilité inférieure à 50%. Pourquoi? Parce que se dessinent dans ce profil-là des signes axiaux dopa-résistants, des chutes, des troubles de l'équilibre, une dysarthrie, et puis une dégradation cognitive débutante, voire avancée. En tout cas, c'est des patients qui sont au-delà de l'indication à la stimulation cérébrale profonde des noyaux sous-thalamiques. Des patients qui seront récusés et pour lesquels d'ailleurs peut être éventuellement discutée la stimulation bipalidale. Alors, il n'y a pas beaucoup de publications sur cette population un peu fragile. Il y en a une il y a quelques années maintenant, en 2017, qui a fait une étude rétrospective sur 45 patients. Vous voyez, là, cette fois, on est sur une moyenne d'âge de 70 ans, qui ont été mis sous pompe entre 2004 et 2016. La plupart, les 9/10 étaient contre-indiqués à la stimulation cérébrale profonde, ou d'autres avaient refusé initialement la DBS. Vous voyez que c'était des patients qui étaient très dépendants à baseline. Il y en avait 7, par exemple, qui vivaient en structure médicalisée. Et puis, sur le suivi à 2 ans, on voit qu'ils ont un débit moyen beaucoup plus faible que ce que l'on voit d'habitude à 4,1 mg par heure sur 15 heures, inchangé sur 26 mois. Ça nous ramène à cette non-variabilité intra-individuelle d'un patient face à une pompe à apomorphine. Et que malgré le fait que cette population soit assez fragile,
eh bien, on note quand même qu'ils vont gagner du temps on, plus 2 heures, ils vont diminuer leur temps en off, moins 1h06, et ils vont diminuer leur temps en dyskinésie de moins d'1 heure. Ce qui est intéressant également, c'est que ces patients fragiles, quand ils sont vus à baseline et à plus de 2 ans, finalement, tant sur le plan cognitif du poids ou des tensions, finalement, il n'y a pas de grande modification et donc une tolérance qui reste tout à fait acceptable du traitement face à ce profil de patient. Et donc, finalement, vous voyez que sur cette population, il y en avait 36% qui restaient, donc un tiers restait sous pompe à l'évaluation de 2016 au endpoint. 38% d'entre eux décèdent sous pompe en moyenne à 30 mois de cachexie, d'infarctus, de cancer, d'hémorragie digestive, enfin de toute autre chose de patients de type gériatrique. Et 13% stoppent la pompe dans les 2 premiers mois pour les événements indésirables de type hallucination, hypotension, somnolence. Donc finalement, un assez bon effet sur les fluctuations, y compris chez les patients dégradés. Pas de baisse significative des dyskinésies observées dans ce groupe, mais tout de même 1 heure. Et puis une assez bonne tolérance cognitivo-psychiatrique, notamment si ces comorbidités sont traitées. On l'avait montré aussi, l'équipe de Rennes l'avait montré, sur un groupe de patients qui étaient récusés de la stimulation du noyau sous-thalamique. Donc finalement, qu'est-ce qu'on propose pour ce type de profil, dit profil tardif? Alors là, la stratégie thérapeutique, elle va quand même être un peu différente. Et à l'heure de l'ambulatoire, cette pause en ambulatoire, elle est plus que prudente, voire déconseillée. C'est donc des patients qui vont, de par leur fragilité, avoir une plus faible dose de pompe apomorphine, entre 2 et 4 mg par heure, avec de fait un traitement oral qui va être moins réduit. Évidemment, là, la question des agonistes dopaminergiques oraux ne se pose pas. Il faut les arrêter car ils sont mal tolérés. Et puis, c'est des patients pour lesquels il va falloir gérer les effets indésirables parce qu'il pourra y en avoir. Donc, gérer les hallucinations, les dyskinésies, la confusion et la somnolence. Donc, bien sûr, le bénéfice attendu sera moins important. C'est des patients qui vont se dire améliorer de 20, 30, 40%. Mais le bénéfice va surtout se faire sur le confort et les douleurs. Et l'idée, c'est bien sûr de pouvoir, chez ces patients-là, augmenter le confort pour un maintien à domicile si possible et faire en sorte qu'effectivement les douleurs, les dystonies ou les off très sévères puissent être améliorées par cette pompe apomorphine. Alors, je ne suis pas allée au-delà du patient profil tardif et évolué. Il y a des réflexions sur le plan national, beaucoup de publications et beaucoup de discussions autour de patients très, très évolués, jusqu'en situation de soins palliatifs, où, en plus de toutes les autres prises en charge pour ces patients-là, peut se poser aussi la question et le positionnement de la pompe à apomorphine dans cette tranche de patients très, très, très fragilisés. Pour résumer, voilà ce qu'on peut dire sur les doses. Quelles sont les doses types d'apomorphine et quel va être le traitement oral adapté? Si je me remets sur mes patients et mes profils patients, je suis dans le jeune early où j'aurai la possibilité d'augmenter les doses. Alors, j'ai mis des chiffres un peu élevés, mais 8 à 10 mg par heure sont des chiffres envisageables chez des patients, par exemple, très dopa-requérants dans cette tranche de population. Et à ce moment-là, pour ce profil-là, la monothérapie sera privilégiée pour baisser ainsi la lévodopa et maintenir ou diminuer l'agoniste oral. En tout cas, en fonction des écoles, cette solution peut être envisageable. Nos patients chirurgicaux, 6 à 8 mg par heure de pompe apomorphine, une diminution importante de la lévodopa, un agoniste oral qui pourra être éventuellement maintenu s'il est bien toléré. Nos patients plus tout à fait chirurgicaux qui commencent à dépasser l'indication d'un NST, qui sont un peu fragiles, 4 à 6 mg par heure, la dopa va être plus difficile à diminuer, l'agoniste oral sera totalement stoppé. Et puis cette tranche encore plus fragile, où parfois on peut être amené en soins de confort à proposer des petites doses d'apomorphine, 2 à 4 mg par heure, où là bien évidemment, elle sera très probablement en add-on, avec bien sûr le reste du traitement potentiellement confusiogène stoppé. Mais là encore, des études seront probablement nécessaires
pour aller plus loin dans ce profil. Je termine donc en disant que finalement, on voit que dans ces 3 traitements de recours, la pompe apomorphine, c'est un des traitements de recours qui est le plus facile à positionner dans le bon timing et en dehors du bon timing, aussi bien tôt que tard. Dès lors que, cependant, on ait bien identifié le profil patient au préalable, que avec ce patient, on ait bien identifié les symptômes cibles qui vont être tout au long de l'évaluation réévalués avec la mise en place de la pompe et réajustés. Il est indispensable d'avoir un engagement et un suivi bien organisé les premiers mois, c'est indispensable avec le neurologue, patient, prestataire, infirmière d'éducation. Et la stratégie thérapeutique, et notamment l'adaptation du traitement pompe, traitement oral, il faut bien le cibler, ça vous l'avez vu, en fonction du profil du patient. Je pense qu'il va être important de connaître les résultats d'Early Pompe pour valider le positionnement plus tôt dans l'évolution de la maladie, même si des éléments laissent à penser que c'est probablement une bonne indication. Et pour ce qui concerne le stade très tardif, voire palliatif, c'est un sujet important, c'est un sujet qu'il va falloir effectivement s'approprier et des études vont être nécessaires. En tout cas, pour conclure, je crois qu'il ne faut pas hésiter à essayer parce que finalement, à la différence de la stimulation cérébrale profonde où les choses sont beaucoup plus irréversibles et invasives, on prend quand même pas trop de risques avec une pompe à apomorphine, donc ça vaut quand même le coup de pouvoir l'envisager en fonction de tous ces différents profils que je vous ai exposés. Mille merci Sophie, bravo. Et je passe tout de suite la parole à Céline. On a une dizaine de minutes pour les questions. Et donc, je vous demande peut-être, si on veut toutes les aborder, de répondre le plus vite possible. On n'a peut-être pas le temps pour le quiz. Oui, j'étais juste en train de… Oui. Allez, Céline, alors, je te laisse la parole. On va commencer par une qui vient d'arriver, une question. Est-ce qu'il y a des patients qui ont les 2 thérapies de deuxième ligne, stimulation et pompe, ou elles sont incompatibles? Absolument. Il y a des patients qui ont les 2. Il y a des patients qui ont une stimulation cérébrale profonde pour lequel, au bout d'un certain nombre d'années, on rencontre des difficultés dans les réglages des paramètres de stimulation, où on a un peu moins le contrôle des fluctuations motrices. Et le fait d'adjoindre une pompe à apomorphine peut permettre d'améliorer la situation motrice d'un petit cran en plus, mais bien évidemment pour des gens qui ont une maladie évoluée et une stimulation de longue date. D'accord. Alors, on a quelques questions pour Alexandre, puisqu'on n'a pas eu le temps de toutes les poser dans l'intervalle. Alors, pour les troubles axiaux, est-ce qu'on peut agir quand même sur ces troubles avec les paramètres de la STIM ou franchement non? Oui, alors je l'ai brièvement mentionné tout à l'heure. La question, c'était d'abord, dans ce topo, peut-on implanter des patients qui ont des troubles axiaux? Et là, la réponse, je pense, elle est clairement non. Par contre, la situation est complètement différente si on est face à des patients qui ont été opérés alors qu'ils n'en avaient pas et qui en développent par la suite. Et là, effectivement, on peut jouer sur les paramètres de stimulation et notamment sur la fréquence de stimulation. Donc ça, c'est l'équipe de Lille qui a montré que la stimulation en dessous de 80, enfin, en dessous de 100 Hz, sinon autour de 60-80 Hz, était efficace parfois, pas chez tous les patients et pas forcément de façon durable, pour réduire les troubles axiaux, que ce soit le freezing en particulier, mais également l'instabilité posturale. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une place de la stimulation pour les formes juvéniles de maladie Parkinson? Oui, tout à fait, au même titre que les formes non juvéniles. Hein, si l'évolution va dans le sens d'une indication chirurgicale, c'est-à-dire si un patient qui a une maladie de Parkinson juvénile atteint un stade des fluctuations et de la règle des 5-2-1, il y aura tout à fait la place pour la stimulation cérébrale profonde. C'est même en général des patients qui répondent bien. Alors, on parle de stimulation Parkinson juvénile. Après, il y a la distinction avec les formes génétiques de stimulation, mais d'une façon générale, ce sont quand même des patients qui répondent bien à la stimulation cérébrale profonde. Donc, c'est pas une contre-indication. Ils sont stimulés plus tôt, du coup, c'est en bonus, en moyenne.
Ils arrivent plutôt à la STIM ou pas, ou au même âge en moyenne? Non, au même âge, non, puisqu'ils démarrent plus tôt, mais en termes de durée d'évolution, c'est sensiblement la même chose. D'accord. Très bien. Alors, bon, là, je crois qu'on avait des questions qui ont été un peu abordées. Est-ce que la stimulation est efficace sur les formes tremblantes? Oui, bien sûr. Alors, les formes tremblantes pures, il faut quand même se poser la question de faire une stimulation du VIM, du thalamus. Si vraiment vous avez une maladie de Parkinson purement tremblante, sans syndrome makinétorigide, il faut quand même envisager la possibilité de faire une stimulation thalamique. Parce que pour le coup, là, on a moins de contre-indications que la stimulation du noyau thalamique, notamment en termes d'âge. On a moins également de complications évolutives, donc il faut vraiment considérer cette possibilité. Quoi qu'il en soit, la stimulation du noyau thalamique marche également très très bien sur le tremblement. Donc des formes qui ne sont pas purement tremblantes, mais qui sont majoritairement tremblantes, répondent très bien à la stimulation du STN. Alors, peut-être pour Sophie, cette fois-ci, est-ce qu'un gériatre ou un médecin traitant peut prescrire la pompe à apomorphine? Ou c'est réservé aux neurologues? Non, le médecin traitant, c'est pas tout à fait possible. En tout cas, c'est pas dans les pratiques et je crois pas qu'il y ait des textes qui disent que ce soit forcément un neurologue à prescrire, mais dans la pratique et dans la gestion du traitement, cela ne me semble pas envisageable qu'un médecin généraliste puisse le faire. Par contre, intégrer le médecin généraliste dans la boucle du suivi au même titre que l'infirmière, le pharmacien, etc., c'est important, oui, ça c'est sûr. Mais l'institution, l'initiation, ce d'autant que, comme je le disais, c'est une phase qui est extrêmement sensible. La prise en charge, l'initiation et le suivi des 3 premiers mois, c'est un peu là que tout se joue. Mais après, dans le suivi plus long, où effectivement là, les changements de débit sont beaucoup moins importants, le généraliste a de la place, évidemment, dans le suivi. Alors, on nous demande des topos sur la duodopa. Donc, je crois qu'il faudra qu'on refasse un webinar. Et sinon, est-ce que En une heure, c'était compliqué. Hein. Est-ce que la duodopa peut être disponible en sous-cutané ou quand est-ce que ça arriverait un jour peut-être? Bientôt. Bon. Fin d'année prochaine peut-être. Peut-être. Allez, peut-être une dernière question, elle n'est pas simple celle-là. Comment vous gérez, mais elle n'est pas spécifiquement en lien avec le topo, mais comment gérez-vous sur le long terme la monothérapie à forte dose? Comment est-ce qu'on fait quand les effets indésirables arrivent? C'est un peu large comme question. La monothérapie, donc la monothérapie, on parle de traitement oral. Alors, ah oui, monothérapie. Si on parle d'apomorphine, apomorphine, répond apomorphine. Donc, si on parle d'apomorphine, évidemment, plus on va tendre vers la monothérapie, donc des fortes doses, plus évidemment le risque est d'avoir des effets indésirables. Donc, effectivement, le jeu consiste dans ce cas à rediminuer les doses d'apomorphine en réintroduisant du traitement oral et donc de fait, forcément, un effet moins intéressant sur les fluctuations motrices puisqu'on remet du traitement oral pulsatile. L'autre solution, quand on est face à des patients fragiles pour lesquels la pompe apomorphine a atteint ses limites, et on sait dans plusieurs maintenant publications qui montrent que la pompe apomorphine a quand même un temps donné de vie, on va dire, eh bien ces patients-là, au bout d'un certain nombre d'années, on peut être amené justement à les switcher vers la pompe à duodopa. Donc, on n'a pas parlé aujourd'hui, mais on pourra en reparler. Parce que là, effectivement, les possibilités d'augmentation du traitement sont plus importantes avec une meilleure tolérance, notamment souvent sur le plan cognitif ou sur le plan, évidemment, cutané. Et juste, alors, une dernière question, cette fois, c'est la mienne. Vous avez les patients typiques STIM, typiques pompe. Et alors, comment en pratique vous présentez les choses? C'est vraiment patient dépendant ou choix, chirurgie versus pompe? Comment ça se passe? Ou alors, vous sentez les choses un peu vous-même auparavant et vous êtes… Je peux répondre. Oui, vas-y. Alors, en tout cas, il n'y a pas d'études randomisées, il n'y a pas d'études qui comparent les trois traitements de seconde ligne. Donc, forcément, on est obligé de se baser sur ce que l'on sait de ces fameux profils. Donc, il est vrai que
on a tendance, idéalement, on dit tous qu'on présente les 3 modes de fonctionnement, effet positif, effet indésirable des 3 traitements. On a généralement assez facilement une idée en tête de ce qui nous semble être le plus adapté au patient. Et c'est vrai qu'on est dans un échange où on tient compte de ce que veut le patient aussi. C'est vraiment la rencontre de ce qu'il veut et de ce qu'on peut lui proposer. Et donc, c'est finalement les deux qui vont permettre en sachant que dans son parcours de vie, il peut être amené à avoir plusieurs, c'est-à-dire d'abord dans un premier temps une pompe à apomorphine, puisque ça a le caractère important d'être réversible, qui lui permet de voir les bénéfices et les effets indésirables potentiels ou la contrainte, et après se décider à aller à une stimulation cérébrale profonde, parce qu'il trouve par exemple que le traitement par pompe est trop encombrant ou parce qu'il a des effets indésirables sous pompe. Je te laisse compléter peut-être, Alexandre. Oui, voilà, tu as dit l'essentiel. Je pense que l'approche, en tout cas en ce qui me concerne, elle est évidemment dans la présentation des trois approches. On sent quand même assez rapidement en consultation si une approche est d'emblée rejetée par le patient. Moi, j'ai l'habitude de présenter dans un premier temps les 3 approches sur un pied d'égalité, dans le sens où ce sont 3 approches qui ont pour objectif d'apporter un traitement continu et d'améliorer les fluctuations et les dyskinésies. Et ensuite, dans un second temps, on affine en fonction des attentes, des objectifs de chacun, de l'entourage familial, de la capacité des patients de se déplacer en centre pour les ajustements, etc. Donc, bon, il y a des spécificités, il y a l'intérêt du patient et d'emblée sa répulsion pour une approche ou une autre. Et puis ensuite, effectivement, il va y avoir les hypothèses d'efficacité émises par le médecin. Je pense qu'on va avoir tous un peu notre petite idée sur ce qui sera susceptible d'être plus efficace ou une meilleure approche pour tel ou tel patient. Bon, merci beaucoup à vous. Malheureusement, le temps passe et donc l'heure tourne. On va vous libérer. Un grand merci à Jean-Philippe pour avoir organisé ce webinaire et en particulier le programme des orateurs. C'était vraiment des présentations très, très claires. Je remercie Marilyn qui est dans l'ombre, Marilyn Vaux de la SFN qui organise toute la logistique du webinaire, les liens d'inscription, etc. Et je vous annonce d'emblée que le prochain webinaire aura lieu le 18 janvier, toujours même heure, 18h-19h, avec cette fois-ci la thématique de l'épilepsie et sera coordonnée par Sophie Dupont. Et donc, très bonne soirée à tous. Merci et bonne soirée. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Au revoir, merci beaucoup.